Hello à tous, c'est Histoire Geek et on se retrouve pour le deuxième numéro de Issue of the Future Past, la rubrique qui revient sur les dernières lectures VO sur lesquelles j'ai pu mettre la main ces derniers jours et en l'occurrence aujourd'hui ces dernières semaines. Aujourd'hui, 5 titres à aborder avec d'abord deux titres de chez Image Comics avec le numéro 1 de Convert, le numéro 1 de Standstill, et ensuite nous enchaînerons avec trois séries de chez DC Comics avec les numéros 1 et 2 de Jenny Sparks. Ensuite, nous aborderons la série complète Le Pingouin, en partie disponible en France depuis quelques semaines. Et pour terminer, avec la série complète The Boy Wonder. Je vais donc essayer de vous décortiquer un petit peu tous ces titres-là à froid, puisque certains sont sortis il y a peut-être quelques jours, tandis que d'autres sont sortis il y a maintenant quelques semaines, voire quelques mois. Et c'est important de donner son avis à froid, puisque pour certains titres, je vous expliquerai pourquoi, il y a des chances que si j'avais fait la review le soir même ou le lendemain, mon avis aurait été totalement différent et absolument pas objectif, sachant que j'essaye de l'être un maximum. Même si ici, vous le savez, je vous donne mon avis, mais aussi un ressenti personnel vis-à-vis de ces lectures, et dans l'idée de vous donner envie ou pas d'aller sur certains titres. Voilà. Donc, on va commencer, ne perdons pas de temps, directement par le numéro 1 de la série Convert. Alors, qu'est-ce que c'est Convert? Convert, c'est une mini-série qui est prévue en 4 issues, sortie chez Image Comics. Le numéro 1 est sorti le 28 août 2024 à un rythme de parution mensuelle, donc la série devrait être terminée normalement pour la fin d'année. Ce qui peut être bien pour ce genre de série-là, ne pas faire trop long. Alors, c'est une mini scénarisée par John Acurdy et dessinée par Savannah Finlay, qui raconte les histoires d'un officier qui s'appelle Orin Kutela, qui se retrouve seul sur une planète inconnue après l'explosion de la navette spatiale tuant ses trois autres équipiers qui se trouvaient à l'intérieur. Orin Kutela est donc un biologiste et un artiste. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est un profil assez atypique pour entrer à la NASA. Néanmoins, dans le comics, de mémoire, il n'y a aucune annotation, aucune précision sur son appartenance à la NASA ou à une autre organisation spatiale internationale. Et d'ailleurs, il n'y a aucune indication temporelle de mémoire. Ce qui me fait dire que nous sommes dans une réalité alternative à nous et que c'est totalement un récit de science-fiction. L'intrigue de base fait beaucoup penser au film Seul sur Mars avec Matt Damon, qui a le même principe de base, hein, c'est-à-dire un scientifique qui va se retrouver seul sur une planète. En l'occurrence, ici, elle est inconnue. D'ailleurs, je crois de mémoire, pareil, il n'y a aucun nom d'annoncé sur cette planète-là. Et donc là où ça devient de plus en plus intéressant, c'est que l'issue se sépare progressivement de cette notion de survie à la seule sur Mars pour montrer la mort inéluctable du personnage, jusqu'à des révélations qui vont nous emmener sur la suite de la série et que je ne vais pas vous raconter bien évidemment. Après lecture, au final, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, ça a été une très bonne surprise, hein. J'avais découvert cette issue totalement par hasard, d'ailleurs. Et c'est l'un de mes coups de cœur, en tout cas, parmi tous les titres que je vais vous parler aujourd'hui. C'est une série qui, malgré le fait que ça soit en 4, me donne très envie d'aller sur la suite. Je trouve que l'intrigue se met en place très très rapidement, je crois d'ailleurs dès la deuxième ou troisième planche. Donc l'intrigue se met en place très rapidement, le personnage a l'air hyper intéressant, et le titre de la série me donne envie d'en voir plus, parce que, étant donné les révélations que je ne peux pas vous dire, le titre m'interpelle beaucoup sur le message que ça peut véhiculer derrière, et si c'est très bien fait, je pense que ça peut être une sacrée surprise. A l'inverse, d'ailleurs, nous avons le numéro 1 de Standstill, sorti le 21 août 2024, également chez Image Comics, qui cette fois-ci n'est pas prévu en 4 issues, mais en 8. Et d'ailleurs, c'est ça le problème, puisque Standstill, c'est vraiment le truc le plus détestable, en tout cas l'un des trucs les plus détestables et mauvais que j'ai pu lire depuis que j'ai commencé à lire des comics. C'est pour dire, hein. Donc Standstill, c'est quoi? C'est une mini scénarisée par Lilou Ridge et dessinée par Andrew Robinson. On vous propose de suivre les aventures d'un personnage très énigmatique,
D'ailleurs, que je suis en train de me dire qu'il n'a même pas de nom, hein. Je le refeuillette en même temps, mais je me rends compte effectivement, on ne lui donne même pas de nom. Il a une tête assez horrible, hein, c'est le personnage que vous avez sur la cover avec cette tête très allongée qu'on n'a pas envie de voir dans le comics ni dans la réalité d'ailleurs, hein, qui est très très moche. D'ailleurs, les dessins ne sont pas forcément très beaux. C'est pas ce qu'il y a de plus laid, c'est pas forcément laid tout court. Néanmoins, ce sont pas des dessins qu'on a envie de voir dans du comics et ça, non seulement ça fait pas rêver, c'est pas innovant et en même temps, on n'a pas l'impression que ça soit classique tellement ça nous donne pas envie de le lire. Voilà. Et encore, je reste soft puisque lorsque j'avais lu cette issue-là, littéralement, j'avais envie de jeter tout ce que j'avais sous la main, tellement j'avais l'impression d'avoir perdu mon temps. Voilà. Donc au final, ça raconte quoi? Bah, ça raconte, je dirais, pas grand-chose, puisque non seulement on ne sait rien sur ce personnage-là, on sait juste qu'il est capable de manipuler le temps, c'est-à-dire de le ralentir à son maximum, et le mec peut se balader à droite, à gauche, faire ce qu'il veut, d'un bout à l'autre de la Terre d'ailleurs, hein, il ne se limite pas à quelques mètres, mais d'un pays à l'autre, il peut se balader. Donc, on nous présente un personnage dont on ne sait rien, dont on n'a pas envie de savoir qui il est, qu'il a des pouvoirs qui sont un petit peu what the fuck et qui sont totalement incontrôlables, et le mec est limite invincible quand on y réfléchit. Et au final, on nous montre des personnages secondaires qui sont aussi moches et aussi bêtes les uns que les autres, et ça donne vraiment pas envie de lire la suite en fait. Tout simplement, donc, si jamais vous pouvez le feuilleter, feuilletez-le, mais franchement, ne perdez pas votre temps à lire ce truc-là, c'est pas possible. Donc non, je n'irai certainement pas sur le numéro 2, et c'est l'une des premières fois où je suis en train de me dire que je stoppe une série dès le numéro 1. Voilà. Donc vraiment, je répète, n'allez pas sur cette merde, tout simplement. Maintenant, nous allons enfin passer aux séries de DC Comics, donc les trois qui nous restent pour aujourd'hui. On va commencer par la série qui est en cours, à savoir Jenny Sparks, en tout cas les numéros 1 et 2, qui sont scénarisés par Tom King et dessinés par Jeff Spox. Alors Jenny Sparks, avant de lire l'issue, je ne connaissais absolument pas le personnage. De ce que j'ai compris, c'est un personnage qui est apparu dans The Authority, je crois, à moins que je me trompe, vous me direz dans les commentaires si c'est le cas. Et c'est un personnage qui m'a intéressé tout simplement parce que, étant donné que je suis fan de Tom King, j'avais tout simplement envie de le lire, cette série. Voilà. De la même manière que ça m'avait donné envie de lire Le Pingouin, mais on en reparlera un petit peu après parce que là, il y a des choses à dire. Alors, Jenny Sparks, qu'est-ce que c'est? On va suivre les aventures de ce personnage féminin. Batman vient chercher Jenny Sparks et la renvoie traquer et chercher un certain Captain Atom que je ne connais pas du tout. Et ce personnage de Captain Atom fait des ravages un petit peu partout autour de lui, sachant que Jenny le connaît plutôt bien. La Justice League et Batman en tête vont alors la chercher pour lui demander de l'arrêter, mais en même temps de pas trop s'en mêler. C'est assez particulier comme façon de faire, mais en même temps c'est la Justice League, hein. Alors, les 2 épisodes, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est assez bien, je dirais même que c'est très bien et même par moments excellent. C'est clairement l'un de mes coups de cœur de ces derniers temps en VO, puisque là j'ai l'impression de retrouver le Tom King que j'aime, c'est-à-dire un Tom King qui est simple, qui est clair dans son propos et qui est très efficace. Et là encore, j'y reviendrai quand on abordera The Penguin, qui est un petit peu l'inverse de tout ça. Voilà. En 2 épisodes, dans Jenny Sparks, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose encore, mais il se passe beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé l'intérêt qu'a Tom King pour développer ses personnages secondaires qu'on ne retrouve pas forcément dans les séries principales de DC Comics. Mais là encore, je trouve que ça fait mouche, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. On est sur quelque chose de rythmé, à voir pour la suite, puisque c'est prévu en 5 ou 6 épisodes, et je crois que ça va se terminer aux alentours de janvier-février 2025. Donc sachant que là, on est à la deuxième, on est presque à la moitié. D'un côté, je suis très content parce que justement, c'est pas très long, donc ça permet d'avoir un propos cohérent comme il a l'habitude de faire. Néanmoins, je suis un peu perplexe puisque même s'il se passe pas mal de choses dans ces 2 issues-là, je me demande si le reste sera aussi satisfaisant et saura apporter toutes les réponses que l'on a envie d'avoir.
Le numéro 1 va se concentrer sur la présentation de la situation initiale avec Captain Atom d'un côté qui fout le bordel, Jenny Sparks qui vit sa vie un petit peu tranquillement et qui se voit interrompue par la Justice League. Et le numéro 2, lui, va se concentrer un petit peu plus sur la présentation du personnage de Jenny Sparks, mais de manière beaucoup plus approfondie, beaucoup plus personnelle, nous montrant que c'est un personnage torturé, comme le sait faire Tom King d'ailleurs à chaque fois. Voilà, même si je sais que Tom King, c'est un auteur qui divise énormément, soit on n'aime pas, c'est très rarement entre les deux. Néanmoins, je trouve que c'est hyper intéressant dans la manière de faire, puisque Jenny Sparks n'est pas forcément le personnage central à la série, mais c'est plutôt une myriade de personnages secondaires qui vont apparaître un petit peu au cours des deux premières issues et qui font tout l'intérêt de la série justement. On va vous montrer des personnages qui n'ont absolument rien à voir, mais qui vont être contraints, il n'y a pas d'autre mot, qui vont être contraints de se retrouver dans la même pièce et qui vont devoir communiquer et faire en sorte de se sortir d'une situation qui est assez difficile. Et je trouve que c'est ça le plus important pour l'instant dans les deux premières issues de Jenny Sparks. Donc pour l'instant, c'est un gros bail. Je vais continuer la suite avec plaisir. Peut-être que ça sera une déception, peut-être pas. En tout cas, si vous aimez les personnages secondaires qui ne sont pas forcément très connus dans l'univers de DC, allez-y. Si vous aimez l'écriture de Tom King dans sa globalité, allez-y. Je ne peux que vous le conseiller. Toujours scénarisé par Tom King, cette fois-ci on va s'attaquer au Pingouin, série désormais complète en 12 épisodes, publiée à moitié en français chez Urban depuis le mois d'août, sachant que la deuxième partie du run sera publiée toujours chez Urban en fin du mois de novembre. Et si vous le lisez en VO, bah, il va falloir attendre le TPB, sorti en février 2025. Comme quoi, certains éditeurs français peuvent avoir un rythme beaucoup plus soutenu que l'éditeur américain principal. Bref, le Pingouin, ça parle de quoi? Eh bien, si vous avez suivi les dernières séries Batman, notamment celle qui est en cours avec le run de Chip Zdarsky, en français c'est publié sous l'appellation Batman Dark City, et bah d'ailleurs le run commence avec un pingouin qui est hospitalisé et il va y avoir une explosion à l'hôpital, le pingouin est censé être mort et Batman va se faire traquer, donnant naissance à la suite du run de Zdarsky. Mais on apprend tout de suite dans le numéro 0 que le pingouin en fait est vivant, que c'est un coup monté de sa part pour pouvoir quitter la ville en toute sérénité. Et du coup, le pingouin va devoir vivre dans une autre ville. Il va vivre une vie de fleuriste. Tout ce qu'il y a de plus normal pour se cacher, j'ai envie de vous dire. Néanmoins, si le pingouin ne faisait que se cacher, ça ne donnerait pas une série en 12 épisodes. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Le FBI va l'arrêter, va le mettre en prison et lui forcer la main pour travailler pour eux. Mais la mission que le FBI va lui donner est simple, c'est de reprendre la ville de Gotham City. La ville de Gotham City, elle, pendant ce temps-là, est contrôlée par les enfants, les deux enfants du pingouin, qui ont été présentés également dans la série Batman Dark City. Et du coup, le pingouin va devoir tout faire pour récupérer la ville entre ses mains. La série se divise en deux temps. D'un côté, vous avez les 6 premiers épisodes qui vont vous montrer le cheminement et la construction du plan du pingouin pour reprendre la ville. Donc il va rencontrer différents personnages que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas d'ailleurs. Tandis que la deuxième partie du run, donc des épisodes 6 à 12, va montrer l'application de ce plan préparé pendant 6 issues. Alors 6 issues pour montrer un plan, ça peut être, en tout cas ça peut paraître très long. Néanmoins, je trouve qu'il y a suffisamment de choses à dire pour se permettre d'étaler ça sur autant d'épisodes. Voilà. Néanmoins, je vais vous le dire tout de suite, je le répète encore une fois, je suis fan de Tom King, mais je suis très déçu par la série portant sur le pingouin. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne retrouve pas l'écriture de qualité de Tom King, je ne retrouve pas cette qualité d'écriture sur le personnage principal qui porte le nom de la série d'ailleurs, et je trouve que le personnage du pingouin, par moment, n'est plus forcément le personnage principal, se trouve beaucoup plus en retrait que d'autres, ce qui me fait dire qu'au final, j'ai pas forcément passé un bon moment à la lecture, à cause notamment de deux choses qui pour moi étaient absolument insupportables.
La première, c'est la censure. Alors oui, vous allez me dire, normalement, il n'y a plus de censure, puisque le Comics Code a été aboli il y a des années, des années, des années. Donc, libre aux auteurs de mettre des insultes ou de mettre des onomatopées, tout ce qu'ils veulent. En revanche, ici, ce qui est insupportable, c'est que sur certaines planches, vous allez avoir des planches entières, mais je dis bien entières d'insultes, qui vont être remplacées par des onomatopées. Et pour avoir fait l'expérience de compter, il y a certaines planches où vous en avez entre 7 et 12 insultes censurées par planche. Voilà. Ce qui, moi, déjà, je trouve ça énorme. Et en plus, ça ne sert absolument à rien. Vous avez un personnage qui a un trouble, qui ne peut pas s'empêcher d'insulter parce qu'elle est sous stress, sous plein de choses, ok, je veux bien. Néanmoins, dans la compréhension de votre lecture, c'est totalement insupportable. La deuxième chose qui m'a absolument saoulé dans cette série, c'est cette double narration que met en place Tom King. Vous n'avez jamais les pensées du personnage du pingouin, c'est pour ça que je vous disais qu'il est très en retrait, mais vous n'avez jamais ses pensées, vous avez toujours les pensées des personnages qui l'accompagnent et qu'on voit dans chaque planche différente, ce qui fait que d'une page à l'autre, vous passez d'un personnage différent qui a des pensées complètement différentes, et la seule indication, c'est juste le code couleur des cases de fond, mais je trouve ça très fastidieux à lire et la compréhension est beaucoup plus difficile que par exemple dans Jenny Sparks que je vous expliquais tout à l'heure. Pour autant, ce qui m'a permis de relativiser mon ressenti négatif, ça va être avant tout l'aspect graphique qui, je trouve, colle parfaitement à l'esprit de la série et au personnage. Et aussi, ça va être la relation qui va être mise en place entre le Batman et le Pingouin. Je ne sais pas si cette relation était déjà canonique dans les séries plus récentes, donc je vous laisserai me dire dans les commentaires si c'est le cas. Mais je trouve ça très percutant et je trouve que ça a beaucoup d'impact par rapport à ce que ça raconte entre le début et la fin. Donc vraiment pour moi c'est l'une des grosses réussites de cette série-là. Et c'est pour ça qu'avec le recul je me dis que la série au final n'est pas si mauvaise que ça et que j'ai passé plutôt un bon moment là-dessus. Il y a clairement une déception. C'est de très loin l'une des séries et l'un des travaux de Tom King que j'apprécie le moins. Mais il y a quand même toujours ce petit truc en plus qui me fait dire que bah, au final c'est cool quand même. Voilà, voilà. Et on va terminer cette rubrique par la mini-série The Boy Wonder, publiée toujours chez DC Comics avec le Black Label, comme Jenny Sparks d'ailleurs que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Et on va pas se cacher la vérité, c'est que le Black Label, ces derniers temps, ça envoie du bois. Voilà, ça fait quelques années que la qualité du Black Label est au rendez-vous et je pense que cette année, en tout cas sur la fin d'année 2024 et ce qui nous attend en 2025, ça va être également du très très lourd. The Boy Wonder, qu'est-ce que c'est? C'est une mini-série de 5 épisodes scénarisée et dessinée par l'artiste sénégalais Juniba. Je ne connaissais absolument pas Juniba avant de m'attaquer à The Boy Wonder. Je sais que il est notamment connu en France pour les publications de Meat Monkey, The Meat Monkey, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en dehors de ça, je ne le connais absolument pas du tout. Donc j'ai pu le découvrir sur The Boy Wonder. Donc il s'occupe du scénario, il s'occupe du dessin. C'est vraiment l'une des séries phares du Black Label de ces derniers mois. J'attendais beaucoup de choses. Ça parle avant tout du personnage de Damian, donc le nouveau Robin, hein, Damian Wayne, le fils de Bruce Wayne. C'est un personnage d'ailleurs qui divise énormément. Il avait été créé de mémoire par Grant Morrison dans son run entre 2006-2007. C'est un personnage qui divise puisque c'est quand même une grosse tête à claque. Soit on l'aime pas. Je fais plutôt partie des gens qui n'aiment absolument pas ce personnage-là. Même s'il y a quand même des arcs intéressants autour de lui. Je retiens notamment le run Batman et Robin de Peter Tomasi et Patrick Gleason qui justement mettait en place des choses très intéressantes autour de ce personnage-là, mais globalement, c'est une grosse tête à claque que je n'arrive pas à voir en pâture. Donc j'attendais cette série avec impatience, mais aussi avec beaucoup de méfiance. Et au final, je suis
extrêmement surpris parce que la qualité de cette série vaut beaucoup de séries actuelles, que ce soit chez DC et chez Marvel. C'est une claque sur le plan graphique, mais aussi sur le plan scénaristique. Sur le plan graphique, je ne suis pas forcément le plus grand fan. On est sur un style très cartoon, mais en même temps très abstrait par moment. Il y a des planches qui me font un petit peu un effet repoussoir, tandis que d'autres planches, je vais les trouver absolument magnifiques. Mais par contre, le scénario et la narration sont dingues. Mais ça fait vraiment partie d'une des meilleures narrations que j'ai lues depuis que j'ai commencé les comics. The Boy Wonder. Si on prend la traduction au sens littéral, ça peut se traduire de deux façons différentes. Soit par le garçon merveilleux, qui d'une certaine manière collerait bien au propos de la série, mais aussi pourrait se traduire par le garçon qui se demande ou le garçon qui s'interroge. Et là, je trouve que le sens donné à la série est tout autre et est encore plus intéressant. Au final, vous avez Damian qui va enquêter sur une série de disparitions inquiétantes dans Gotham City et qui va devoir collaborer petit à petit avec ses grands frères par adoption, donc les autres Robins. Et là où la série est extrêmement intéressante, c'est que l'histoire est racontée par Damian sous la forme d'un conte chevaleresque. Et du coup, déjà, dans la narration, ça donne un style très particulier. Ça colle en plus au dessin qui se veut un peu fantaisiste, cartoon et très abstrait. Et la série va pouvoir se permettre de faire des zooms sur l'histoire de Damian à travers Dick Grayson, à travers Jason Todd, Tim Drake, Batman, Ra's al Ghul ou encore sa propre mère, Talia al Ghul. Et le cœur de la série, comme je l'ai dit pour le titre, c'est avant tout le questionnement et la transmission. Qu'est-ce qui est transmis par son grand-père Ra's al Ghul? Qu'est-ce qui est transmis par son père euh, Batman ou Bruce Wayne? Et qu'est-ce qui est transmis du coup par sa mère Talia? Et franchement, je suis très surpris, ça se lit vraiment très facilement, la narration est fluide, le propos est hyper intéressant. Et on a justement un garçon, un jeune garçon, presque un enfant hein, dans The Boy Wonder, qui va se poser toutes ces questions-là. Quelle est la place de ce personnage dans la Bat Family? Quelle est sa véritable famille? Et comment est-il capable de gérer la pression qu'il a d'un côté de son père et d'un côté de sa mère et surtout de son grand-père? Comment il va faire en sorte de lier les deux traditions familiales, mais en même temps les conflits qui les opposent? Puisque ce que va lui apprendre son grand-père et ce que va lui apprendre son père sont en totale opposition. Et c'est justement ça qui est très intéressant avec The Boy Wonder, c'est quelle est l'importance de la transmission au sein d'une famille. Est-ce qu'on est plus proche d'une famille génétique ou est-ce qu'on est plus proche d'une famille que l'on va se créer soi-même? Et ça, c'est vraiment une question très, très intéressante. Bien plus que ça a été traité dans un certain Star Wars, mais bien sûr, ça n'existe pas. Donc vraiment, je ne peux que vous conseiller de lire The Boy Wonder. C'est l'un des comics les plus intéressants sortis en VO cette année. J'espère vraiment que ça va sortir prochainement chez Urban, parce que vraiment, 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 c'est un petit bijou sorti du Black Label de chez DC Comics. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, je suis en train de me rendre compte que c'était assez long, mine de rien. Voilà, là, je viens de faire péter mon record. Mais c'est pas grave, c'est la passion avant tout, c'est la discussion avant tout. Il y a peut-être des petites fautes orales. J'espère que vous me les pardonnerez. En même temps, on n'est qu'au début de la chaîne et puis j'essaye de faire sans prise de notes, ce qui n'est pas forcément facile. N'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous et surtout n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram pour pouvoir discuter de manière plus récurrente. Merci à vous et je vous dis à la prochaine.